Bonjour, je m'appelle Caroline Naomé et je suis référendaire à la Cour de justice. Ce ne serait pas tout de suite. En effet, on est dans un processus de réforme qui n'est pas encore dans les faits arrivé à son aboutissement, c'est-à-dire à avoir le doublement du nombre de juges du tribunal. Donc, et il est difficile de dire exactement ce que ça va faire. La productivité du tribunal a augmenté pendant la réforme parce qu'ils avaient pris de nouveaux référendaires et donc le nombre d'affaires a augmenté, le nombre de pourvois a donc augmenté et la Cour est parvenue à les digérer. Or, il faut quand même bien se rendre compte que c'était presque du simple au double en 5 ans. Donc la Cour est parvenue à digérer ces pourvois et je pense qu'elle sera à même de digérer une augmentation des pourvois liée à une augmentation d'un nombre de juges qui ne vont peut-être plus statuer toujours dans des chambres à 3, mais statuer peut-être un peu plus dans des chambres à 5. Donc augmentation du nombre de juges, à première vue, pas pour tout de suite. Mais il faut faire attention que c'est toujours très difficile de prédire l'évolution du contentieux. Par exemple, en matière de propriété intellectuelle, au début, on avait dit que on allait être noyé sous les demandes de propriété intellectuelle, et au début, ça n'a pas été le cas. En revanche, en ce qui concerne les mesures restrictives, les gels de fonds, je crois qu'on avait un peu sous-estimé ce contentieux. Pour le moment, il y a un contentieux qui pourrait bien survenir et on ne sait jamais éclater, qui est un contentieux en matière de contrôle des contrôles financiers, des institutions s'occupant de finances. Donc là, l'évolution du contentieux, il faut faire attention, c'est toujours quelque chose qui n'est pas jamais bien prévisible. Alors, premier élément, le filtrage des pourvois. Ça, c'est un peu comme le monstre du Loch Ness, ça va et ça revient. Filtrage des pourvois, on en parle en quelque sorte depuis le début, tout comme on a parlé du filtrage des préjudiciels, ça fait très longtemps qu'on parle de ça. Et dans ces cas-là, de deux choses l'une, soit la Cour examine un pourvoi, soit elle augmente en quelque sorte la procédure et elle introduit une procédure de demande d'autorisation de déposer un pourvoi. Alors si la Cour examine un pourvoi, moi j'ai beaucoup de peine à voir la Cour acceptant de rejeter un pourvoi sans avoir motivé. Parce que quand je vois la motivation des ordonnances, alors que parfois les pourvois ne sont pas très bien rédigés, je me dis que si la Cour ne parvient pas pour le moment à aller même encore plus vite en rédigeant des ordonnances beaucoup plus rapides, notamment lorsqu'elle justifie le fait que le tribunal a suffisamment motivé son arrêt, je me dis que je vois très mal les chambres de jugement comme ça décider qu'on rejette un pourvoi sans le motiver. Donc au rejet des pourvois, je vois cela difficilement. En ce qui concerne un système de demande d'autorisation de déposer un pourvoi, il faut se rendre compte des difficultés que cela peut créer à la Cour. On dit à quelqu'un, vous devez demander l'autorisation de déposer un pourvoi. Alors, déjà, il y a une question de fond qui est sur quels critères. C'est vrai que si on dit il faut qu'il y ait une violation des droits fondamentaux, nécessairement, toutes les demandes d'autorisation on trouvera toujours un moyen à tirer de la violation des droits fondamentaux. C'est un peu comme pour le moment, pour tenter de contester le fait, on trouve toujours un moyen de droit. Donc là, j'ai tout de même un peu peur en ce qui concerne un critère, mais c'est surtout sur le plan technique. Il ne faut pas oublier qu'à la Cour, on a un problème linguistique. Donc ce qui veut dire que s'il y a une demande d'autorisation de déposer un pourvoi qui arrive en polonais et que personne ne sait lire, c'est pas nécessairement, ce n'est pas dans l'usage de la Cour de dire au juge national de regarder ce genre de choses. Non, les affaires sont attribuées indépendamment des langues et au contraire, on va plutôt distribuer les affaires en évitant de donner une affaire française à un juge français. C'est uniquement s'il y a plusieurs affaires toutes sur la même question qu'il va peut-être ramasser une affaire venant de l'État dont il est membre, mais ce n'est pas du tout le cas à la Cour. Donc il faut toujours tout traduire.
conclusion, il faudrait faire une demande d'autorisation de déposer un pourvoi, il faut la traduire, et ensuite il faut quand même des réunions de la Cour, car je vois mal que les chambres refusent d'être en chambre pour décider du refus d'un pourvoi. Donc finalement, ça allongerait les procédures et ça prendrait un certain temps et ça monopoliserait également de la main-d'œuvre en matière linguistique. Or, il faut se rendre compte que quand même, la moitié du personnel de la Cour, c'est le personnel linguistique, que ce soit les juristes linguistes, les interprètes, les assistants, etc. On ne peut pas augmenter encore cela simplement parce qu'on veut essayer de réduire le nombre de pourvois qu'on examine en plein. Donc j'ai quand même un petit peu des doutes. Le traité, et notamment l'article 256, paragraphe 3 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, prévoit la possibilité de transférer des questions préjudicielles au tribunal. Alors il faut bien regarder le texte. Possibilité pour le tribunal de connaître des questions préjudicielles dans des matières spécifiques déterminées par le statut de la Cour. Alors là aussi, c'est une question qui revient de manière cyclique. On se dit, on va leur envoyer des questions préjudicielles. Oui, mais lesquelles? Et là, c'est toujours quelque chose de particulièrement important, parce que qu'est-ce que c'est des matières spécifiques? Il faut quand même se rendre compte que dans des matières telles que la TVA, dans des matières même de tarifs douaniers communs, d'agriculture. Finalement, c'est dans l'agriculture qu'on a fait le premier arrêt sur les droits fondamentaux. Sur la TVA, il y a également des arrêts sur les droits fondamentaux. Donc, la Cour, je doute tout de même que la Cour accepte de se séparer de certains secteurs spécifiques qui voudraient dire que la Cour restreindrait en quelque sorte sa possibilité d'interpréter le droit de l'Union et notamment les droits fondamentaux. Donc on aurait un problème de choisir les matières spécifiques. Je voudrais quand même également préciser que la Cour n'est pas la seule à avoir des matières importantes, parce que quand on regarde quand même les arrêts du tribunal, il y a quand même beaucoup de matières importantes et toutes ne font pas l'objet d'un pourvoi. Mais enfin, c'est vrai aussi qu'un arrêt du tribunal où on se demande et si la Cour avait eu un pourvoi, l'aurait-elle accepté ou l'aurait-elle cassé, ça c'est tout de même quelque chose d'autre. Donc, transfert de préjudiciel, oui, peut-être bien. On peut également envisager une modification du contentieux, et notamment ce qu'on a déjà réfléchi, ce à quoi on a déjà réfléchi, c'était d'essayer de donc créer des tribunaux spécialisés. Je doute qu'on le fasse encore, mais on pourrait essayer de convertir, de donner un autre nom à certaines chambres de recours qui existent dans certains types de contentieux. Par exemple, il y a des chambres de recours à Alicante, à l'Office de la propriété intellectuelle. Il y a également d'autres possibilités dans des institutions ou des organismes. Évidemment, quel serait le degré de facilité d'utiliser cette voie-là? Ce ne serait pas facile. Pour transférer des préjudiciels, ça serait une proposition de la Cour, modification du statut de la Cour, passe encore. La Cour aurait encore plus ou moins le pouvoir là-dessus. Mais pour aller transformer les chambres de recours en chambres qui, en quelque sorte, statueraient et prendraient des décisions qui s'apparenteraient à des jugements contre lesquels il y aurait des possibilités de pourvoi, là, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il faut modifier des réglementations avec l'intervention du Parlement, du Conseil. Bon, bien sûr, pour les statuts de la Cour, il y a également ils doivent être consultés, etc., ou intervenir. Mais je pense que ce serait beaucoup plus compliqué d'aller faire des modifications réglementaires dans ces questions-là. Donc je dirais en conclusion qu'il faut plutôt regarder du côté des préjudiciels si la Cour, un jour, était noyée par les pourvois. Mais maintenant, il y a d'autres manières, peut-être encore plus simples, de réduire. Ça serait, bien sûr, de revoir une jurisprudence sur la notion de fait et la notion de droit. Sur la marge de manœuvre donc, du tribunal, sur la présentation des pourvois, ce qu'on a essayé par le règlement de procédure, en essayant d'être un peu plus strict sur la précision des pourvois. Bon, c'est vrai qu'on constate quand même une amélioration dans la rédaction des pourvois,
Mais ce que je constate, c'est que les chambres sont d'abord sont tout à fait libres de choisir leur jurisprudence, les règles qu'elles appliquent, et je constate que les chambres sont toujours assez favorables aux justiciables dans la tentative de bien comprendre le pourvoi. Et en ce qui concerne les notions de fait et de droit, je dirais que c'est un peu une fois qu'une chambre a décidé que quelque chose était du droit, c'est difficile de revenir en arrière. Donc je constate plutôt que les notions de droit s'élargissent au point de couvrir presque tout le fait. Parfois je dis qu'il ne reste que l'appréciation de la preuve, et encore, car si on prend en considération les critères de preuve et le niveau de la preuve, on est, me semble-t-il, très très proche d'un fait pur et simple. Il faut également se rendre compte que si la Cour modifie restreint les possibilités des plaideurs, elle restreint également ses propres possibilités. Or, il faut quand même constater que dans un certain nombre d'arrêts, la Cour va d'office elle-même soulever un moyen et aller contrôler quelque chose que le plaideur n'a peut-être pas toujours pensé à demander. Donc, pour le moment, nous en sommes là. La Cour parvient à digérer les pourvois, et en cas de noyade de la Cour sous les pourvois, peut être pensée préjudicielle. Alors mon principe en cette matière, c'est qu'il faut toujours essayer d'améliorer. Mais le problème aussi, c'est qu'il faut être pragmatique. Il faut se demander, mais quelles sont les possibilités d'amélioration et comment est-ce que ça pourrait se faire? Alors je vais noter quelques éléments. Le premier élément, c'est qu'on pourrait peut-être améliorer le règlement de procédure qui, comme je l'ai indiqué, a quelques petites lacunes, notamment, par exemple, le fait que quelqu'un qui a déposé un mémoire en réponse ne peut pas demander à faire un mémoire pour contester ce qu'a répondu une autre personne qui a également déposé un mémoire en réponse. Donc là, on a un petit problème. Je rappelle les circonstances, c'est notamment lorsque il y a un requérant et parmi ceux qui font un mémoire en réponse, il y a une personne qui était contre le requérant devant le tribunal et une autre personne qui était à son soutien, notamment en intervenant. Donc les deux personnes qui font le mémoire en réponse sont opposées et il y aurait peut-être besoin d'une réponse. Mais disons que ça, c'est un peu du détail et de toute façon, on peut toujours invoquer les droits de la défense en écrivant à la Cour et en expliquant la situation. Car quand même, par le passé, la Cour avait des règlements de procédure qui étaient plutôt lacunaires, et quand elle voyait qu'il y avait un problème, elle permettait d'intervenir. Et là, donc, indépendamment du fait que le problème, je pense, n'est pas très grave, il y a toujours un comité règlement de procédure à la Cour qui est là pour, enfin ça fait un peu partie de sa mission, même si sa mission n'est pas écrite, de vérifier si tout fonctionne bien et de faire des propositions le cas échéant. Maintenant, il y a les questions de jurisprudence. Et là, c'est vrai qu'on pourrait peut-être faire des améliorations. Et là, malheureusement, comme je l'ai dit, c'est assez difficile. Il y a assemblée plénière et grande chambre, et il y a 10 formations de jugement qui sont chacune libres de déterminer ce qu'elles écrivent dans les arrêts. La Cour se réunit bien de temps en temps pour discuter de certaines questions générales, mais de là à... Oui, si, peut-être il pourrait réfléchir, comme je dis, la notion de fait et de droit, mais ça n'empêchera jamais les formations de jugement de décider elles-mêmes. Des orientations générales de la Cour ne sont pas contraignantes pour les formations de jugement. Donc là, en ce qui concerne la jurisprudence, je pense que c'est peut-être uniquement quelques bons arrêts que les autres essayent de suivre et peut-être aussi, je ne sais pas, certains écrits. C'est vrai que le livre que j'ai rédigé peut peut-être aider, mais il y a également d'autres articles. Si on publie un peu plus sur le pourvoi, ça aiderait peut-être un peu plus la Cour. Et bien sûr, il y a ce problème que je dirais qui reste un peu fondamental, qui est la question de la qualification des moyens et de qu'est-ce que c'est qu'un pourvoi incident et quand faut-il faire un pourvoi incident.
ce sont des questions où malheureusement, comme je le dis toujours, je veux être très modeste. Moi, je pense que dans mon livre, je suis parvenue à décrire les problèmes, mais je n'ai pas les solutions. Et là, je pense qu'il faut encore de l'expérience, de la réflexion, et peut-être, si possible, une réflexion venant de l'extérieur de la cour qui est peut-être un peu trop le nez dans ses pourvoirs pour trouver des solutions adéquates. Et peut-être également qu'il y a d'autres ordres juridiques où on connaît les mêmes problèmes et qu'on a résolus d'une certaine façon. Donc oui, il y a toute une série d'améliorations qu'on pourrait apporter. La manière de l'apporter, ça c'est tout autre chose. Mais je garde espoir.